Bonjour et bienvenue dans Entretien de séjour où les échanges porteront sur l'entrepreneuriat dans le secteur minier en République démocratique du Congo, entre les échanges, entre les avantages et les désavantages, l'organisation, le passation comme ça de marché et la sous-traitance, faudrait vraiment le signaler, dans ces secteurs. Nous recevons dans ces plateaux Pichou Malaba qui est entrepreneur dans le secteur privé des mines et président directeur général, allais-je dire, de plusieurs entreprises basées dans l'espace Grand Katanga en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons donc analyser son filtre par rapport aux questions essentielles que j'aurai à lui poser. Nous allons donc analyser et nous allons vraiment balayer toute l'actualité autour de ces questions, en tout cas dans les secteurs privés des mines et surtout de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Pichou Malaba, bonjour et bienvenue dans Entretien sur Digital Congo. Bonjour, merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir et je rappelle ici que vous avez plus de 5 ans dans l'entrepreneuriat et notamment dans les mines, il faut le dire, le transport, etc. Et vous dites que vous êtes en République démocratique du Congo après l'appel du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment comprendre que c'est par rapport à cet appel que vous voulez venir investir en République démocratique du Congo? Dites-nous un peu comment ça s'est passé pour que vous vous retrouviez ici en République démocratique du Congo. Cet appel s'est effectué quand le président Félix était venu en Europe. Moi, je vis aux États-Unis et il avait fait un discours, je crois, à Londres où il a parlé, il a demandé aux Congolais qui sont déjà impliqués dans le monde des affaires ailleurs, en Occident, de venir pour donner un coup de pouce au Congo. Et cela, c'était après des longs moments. Il y avait du silence pendant les régimes passés où c'était un peu résilient pour ceux-là qui étaient déjà impliqués dans le monde des affaires en Occident, où tout se passe en ordre, où tout se passe d'une façon prédictible, de laisser tout ça et venir ici. Alors nous avons cru en ce qu'il a dit, parce que nous avons cru au changement. Et nous sommes venus avec du matériel, des capitaux, pour essayer de booster et de donner notre contribution à ce beau pays. Alors, avant d'entrer vraiment dans les vifs du sujet, je voudrais savoir si de toutes vos entreprises qui sont essentiellement basées dans l'espace Grand Katanga, si ça vous réussit et pourquoi pas venir aussi implanter ces entreprises ici dans la capitale Kinshasa? Non, il y a une réalité que nous devons nous dire en face. Ce pays a été ou encore est aujourd'hui essentiellement, si vous regardez le budget de l'État, basé sur les ressources minières. Et à Kinshasa, il y a très peu de choses qui peuvent répondre à cela. Beaucoup de capitaux viennent au Katanga qu'à Kinshasa. Ici, c'est beaucoup plus l'administration, beaucoup plus les directions générales des entreprises, mais pas exactement l'exploitation ou encore l'extraction de quoi que ce soit. Je peux comprendre Kinshasa, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, nous pouvons avoir, parce qu'on a le plateau, on a les terrains ici au Bas-Congo. J'y étais il y a 2 jours, nous sommes partis à Kimpese pour visiter et voir comment est-ce qu'on peut s'impliquer encore ici. Donc, nous commençons déjà à vouloir s'étendre. Exactement. Mais d'emblée, ce que je peux dire, à part les cimenteries, peut-être à part les fonderies de ferron, à part ces choses-là, parce qu'ici, il y a beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup à faire en ce qui concerne la construction. Donc, à part tout ça, mais en ce qui concerne l'extraction des minéraux et tout ce que nous voulons, qui prend beaucoup de pourcentage dans l'apport de notre économie, c'est plutôt à l'est du pays ou encore au Katanga. Des projets gigantesques, surtout ambitieux, nous vous souhaitons le meilleur. Merci. Mais la sous-traitance, puisqu'il faut en parler, une forte réalité dans les secteurs miniers, là je ne vous apprends rien. Pour cause, les mines représentent près de 25%, vous venez même d'épingler, 25% du produit intérieur brut, donc PIB en sigle, soit la première place dans l'économie de la République démocratique du Congo, vous le savez. Alors c'est quoi concrètement la sous-traitance
Au fait, quand on parle de la sous-traitance, beaucoup de Congolais ne maîtrisent pas encore à quoi sert la sous-traitance et c'est quoi la sous-traitance. Ok, je vais expliquer ça dans des termes très simples. Ok. Pour que même ceux-là qui sont à la maison puissent comprendre. Donc, quand on parle de la sous-traitance, on sous-entend qu'il y a des capitaux qui viennent de l'extérieur. Et ces capitaux viennent parce que des individus ou des compagnies ont trouvé que dans notre pays, il y a des opportunités pour se faire l'argent. Ils viennent avec de l'argent, c'est ce qu'on appelle capitaux. Ok. Alors, quand ils viennent avec l'argent, les lois dans notre pays ne leur permettent pas d'exécuter leurs projets. Exactement. Donc, le capital est lié à un projet. Par exemple, un projet d'exploitation, un projet d'agriculture, un projet de n'importe quoi, mais c'est lié à un projet. Et c'est ce projet qui doit être rentable. Donc, le capital vient et maintenant, la loi dans notre pays demande à ce que les travaux qui ne sont pas directement liés à ces capitaux, à ce projet, n'est-ce pas, soient faits uniquement par des Congolais. Exactement. Donc, d'un côté, vous avez les capitaux, de l'autre côté, vous avez vraiment sur la première ligne les entrepreneurs congolais qui sont spécialisés dans diverses activités. Alors, je vais donner un exemple. À supposer que quelqu'un vient pour exploiter les mines ou encore extracter du cobalt ou du cuivre. Pour le faire, il a besoin de construire une usine. Exact. Or, sur ses papiers, il a dit « je viens pour extracter le cuivre ». Donc, déjà, il faut que une autre compagnie qui est congolaise puisse l'aider à construire l'usine. Cette compagnie-là, qui vient prendre les capitaux que lui a amenés pour les convertir en usine, c'est ce qu'on appelle sous-traitance. Il fait le travail que l'autre devrait faire, mais puisqu'il n'est pas permis de le faire, alors on l'aide avec notre expertise pour que lui, au finish, puisse avoir ce qu'il désire. Donc, c'est ça maintenant l'interactivité qui se passe entre ceux qui amènent des investissements et ceux-là qui doivent, n'est-ce pas, les exécuter, les sous-traitants. Ce sont des compagnies, comme toute autre compagnie, organisées avec aussi d'autres capitaux, des équipements, des compétences, ainsi de suite, pour exécuter le travail que l'autre devrait faire, mais sous des conditions telles que ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils sont étrangers. Vous avez déjà anticipé sur la question que j'allais vous poser. Alors, la particularité est que la sous-traitance est principalement détenue par des sociétés de droit congolais. Vous venez d'épingler sur cette question, mais à capitaux majoritairement étrangers. Ça, en tout cas, tout est clair. Il n'y a plus rien à dire là-dessus. Ou des filiales, il faut aussi les dire, des filiales de multinationales en République démocratique du Congo. Alors que la nouvelle loi sur la sous-traitance promulguée le 8 février 2017 impose aux entreprises du secteur d'avoir leur siège social en République démocratique du Congo. Entre capitaux congolais et la loi promulguée et ces entreprises qui viennent ici en République démocratique du Congo, il faut les dire, et qui n'ont pas de siège ici, quelle est votre analyse alors que la loi est claire que ces entreprises-là doivent avoir leur siège ici en RDC? S'il y a encore des entreprises qui n'ont pas de siège en RDC, c'est purement parce que le Congo ou encore les dirigeants qui sont censés, n'est-ce pas, suivre ou réguler ou suivre toutes ces choses ne sont pas à la hauteur. Donc, il faudrait qu'au Congo, nous puissions nous habituer à nous dire des vérités en face. Là où il y a l'incompétence, nous disons qu'il y a des incompétents et on doit remplacer. Si vous trouvez que quelqu'un a fait 5 ans ou 2 ans ou 3 ans et ne pas respecter la loi dans ce pays, ça signifie que ceux-là qui doivent faire respecter la loi ne sont pas à la hauteur, ils sont des incompétents. Je vais utiliser des mots durs parce que je pense que nous sommes passés à l'étape de notre pays où nous devons nous dire des vérités en face pour que nous puissions cesser de évoluer ou de nager dans la médiocrité. Et surtout avancer et développer la République démocratique du Congo. C'est ça le souci. Donc nous étions habitués à des flatteries.
où nous disons des choses qui ne sont pas vraies. Mais si nous commençons à dire à haute voix des choses qui sont claires et nettes et où nous exigeons un changement, je pense que après 5 ans, à partir de ce moment, il y aurait des choses, même si ce n'est pas à 100% changé, mais au moins à un pourcentage plus élevé que 50, qui fera que le pays va avancer. Mais si nous ne dénonçons pas ces choses, nous allons risquer de répéter la même chose. Exact. Comme Albert Einstein disait, la folie c'est quoi? C'est faire la même chose, mais espérer des réponses différentes. Donc nous ne sommes pas des fous ici au Congo. Donc dans le temps passé, on a remarqué qu'il y a eu des compagnies qui ne suivaient pas la loi. Ce n'est pas seulement avoir des sièges, mais c'est justement suivre la loi. Nous voulons que les gens soient habitués, quand ils arrivent dans ce beau pays, de suivre seulement la loi. Et que ceux-là qui doivent faire respecter la loi, ceux-là qui doivent aussi se mettre, ceux-là qui doivent, n'est-ce pas, poursuivre et réguler, doivent se mettre à la hauteur. Et être des rigueurs surtout. La rigueur, chez nous, dans mes compagnies, il y a 4 choses sur lesquelles nous nous basons. La première des choses, c'est la rigueur. La rigueur, c'est-à-dire A, c'est A, B, c'est B. Deuxième des choses, c'est l'intégrité. Ce que nous sommes dedans, c'est ce que nous sommes dehors. Ce que tu dis, c'est ce que tu es. Il ne faut pas être deux choses. L'intégrité vient du mot integer, donc 1. Après, c'est l'excellence. Donc, nous ne voulons pas être des médiocres. Donc, il y a des travaux, par exemple, quand les investisseurs viennent, ils ne veulent pas faire un travail de médiocrité. Exactement. Ils veulent que les gens viennent avec de l'excellence. Donc, dans leur profil, quand ils demandent à ce que nous puissions prester pour eux, pour un projet ou un autre, ils veulent de l'excellence. Et l'autre chose, c'est la compétence. La compétence, c'est pratiquement quand vous avez remarqué que vos capacités dans une tâche ou l'autre n'est pas encore à la hauteur, vous devrez augmenter cette capacité. Exactement. Pour que vous puissiez arriver à afficher les résultats escomptés. Et c'est respecté dans vos entreprises s'il faut ouvrir cette petite brèche? Nous les imposons. Pour moi, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas tolérant. On ne tolère pas être complaisant. Nous exigeons. Tout le monde reste sur cette ligne. C'est tout. Nous exigeons. Chez nous, il n'y a pas de complaisance. D'accord. Alors, selon les statistiques, tout porte à croire que les chiffres d'affaires de la sous-traitance, en tout cas, s'élèveraient à plusieurs milliards de dollars américains, et particulièrement en République démocratique du Congo, puisque nous parlons de ces pays. Comment comprendre alors que la filière semble plus rentable et lucrative que le secteur lui-même? Qu'est-ce qui expliquerait cela? Je vais y aller séquentiellement pour que vous puissiez comprendre. D'accord. Lorsqu'un investisseur vient, par exemple, avec 1 milliard de dollars pour investir, normalement, ce 1 milliard de dollars qui est destiné à l'investissement doit tomber dans les mains des Congolais qui sont des responsables d'entreprise. Peut-être pour la construction, 20% va aller vers la construction, 10% vers peut-être l'électrification et tout ce qui en vient, 30% peut-être pour le transport et ainsi de suite. Donc, dans chaque secteur, les Congolais vont se partager ces 1 milliard de dollars pour, n'est-ce pas, lui offrir ce qu'il est venu chercher au Congo. Et en retour, après que les 1 milliard de dollars soient écoulés dans les mains des Congolais, ça va lui retourner non seulement les 1 milliard de dollars au fil du temps, mais aussi du bénéfice. N'est-ce pas? Donc, c'est ça la chaîne de commande de toutes ces choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les Congolais eux-mêmes ne sont pas à la hauteur de réguler cette transaction, il se fait que 1 milliard de dollars vient, ne tombe pas dans les mains de Congolais comme ça devrait tomber, mais plutôt tombe dans les mains d'autres étrangers que eux qualifient de compétents. N'est-ce pas? Pourquoi ça se passe ainsi? C'est parce que au fil du temps, les entreprises congolaises ont aussi démontré certaines limites. Mais à mon analyse, j'ai compris ces limites. Les entreprises congolaises affichent certaines incompétences et puis des capacités. Par exemple, nous parlons beaucoup plus d'ingénieurs ici.
Dans les 30 années qui sont passées, il n'y a pas eu beaucoup d'ingénieurs éduqués au standard international qui peuvent vraiment gérer des gros projets ou des grands projets et afficher des bénéfices pour les investisseurs. Ou encore être exposés à la technologie de pointe que les investisseurs amènent. Ce déficit fait que les investisseurs qui viennent, lorsqu'ils constatent un déficit pour la gérance de leur projet par la sous-traitance, ils se replient pour aller chercher d'autres sous-traitants à l'étranger qui sont qualifiés parce que c'est dans leur droit. Il est dit que lorsqu'ils ne trouvent pas la compétence locale, il est normal qu'ils puissent aller chercher la compétence ailleurs. Donc c'est un problème d'homme et non de loi. S'il faut le dire ainsi. Non, les lois sont meilleures. D'accord. Ici au Congo, nous commençons par notre constitution. Okay. La constitution, c'était une bonne constitution. Le problème, c'est l'applicabilité à tous les niveaux. D'accord. La régulation, les lois sur la régulation sont meilleures. Les réformes, on peut tout faire, mais le problème, c'est les humains qui sont à la charge de ces tâches, de ces lois, de les faire appliquer ou encore de les réguler. Il y a un problème aussi d'incompétence à ce niveau-là. Il y a un problème, moi je le qualifie de, non seulement de la compréhension de comment réguler, parce que lorsque quelqu'un ne sait pas réguler, ce n'est pas de sa faute, c'est vraiment parce qu'il n'est pas à la hauteur de la régulation qu'il attaque autre chose que ce qu'il faudrait. Je veux m'expliquer. Allez-y. Par exemple, l'ARSP qui est responsable de réguler la sous-traitance, le secteur dans ce pays. D'accord. C'est le seul organisme qui doit faire ça. Donc, la vision, c'était de réguler pour créer des millionnaires congolais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la vision n'est pas bien appréhendée, on fait autre chose que de réguler. Ce qu'on fait, c'est quoi à l'ARSP? On se rassure que les Congolais sont choisis. D'accord. La sélection. Et on s'arrête là, n'est-ce pas? On se rassure qu'ils sont choisis pour faire le travail de sous-traitance. Mais on ne régule pas. Le travail, ce n'est pas de s'assurer s'ils vont être sélectionnés. La sélection, c'est quelque chose de facile parce que nous-mêmes qui sommes dans le secteur, nous savons qui est la compagnie congolaise. Et que s'il y avait une compagnie qui n'est pas congolaise, nous-mêmes, nous allons nous en charger pour les amener à la justice. Tout est clair de ce côté-là. Tout est clair de ce côté-là. Ce qu'il fallait se focaliser, ce n'est pas de chaque fois nous présenter, oh, telle entreprise est maintenant éligible, comme je l'ai vu il y a 2 jours. Telle entreprise est maintenant éligible. Le mot maintenant signifie que ce n'était pas éligible et que par la machination, une certaine corruption, une certaine légèreté, on a fait que cette compagnie soit aussi éligible et se présente comme une compagnie congolaise. Vous comprenez déjà là où j'ai envie. Très bien. Alors, la régulation devait se passer où? C'est dans la transaction. C'est-à-dire que l'ARSP devait s'impliquer lorsqu'il y a passation du marché. L'ARSP devait s'impliquer dans la régulation de ces marchés. Les marchés devraient payer comme ça paye les étrangers. Lorsque vous avez un marché, parlez-nous directement de ces cas de passation des marchés, comment ça se passe, en long et en large. En long et en large. Donc ça se passe comme ça. Il y a un investisseur qui a des projets, ou un projet, je prends un pour qu'on y aille vite, et qui voudrait qu'un exécutant, un contractant puisse l'exécuter. Alors il ne sait pas lequel. La loi dit que ça doit se passer, ça doit se passer d'abord ouvertement. Donc on doit afficher qu'il y a un projet qui est en cours par telle compagnie et que les gens qui ont ces compétences doivent venir se présenter. Ces gens viendront, ils vont visiter, on va leur parler par la compagnie de leur projet en long et en large, n'est-ce pas? Ils vont donner leurs caractéristiques, nous voulons que vous puissiez faire ceci. Je prends un exemple, nous voulons construire un hangar. Je prends seulement un exemple. Allez-y. Voilà. Cet hangar doit avoir tel métrage, tel dimensionnement, tel ferrage, blablabla. Tout est calculé. Tout est calculé. On présente. Et nous voulons que ça soit fait dans 1 mois. Maximum. C'est ça notre projet. Alors venez. Les gens viennent. Les Congolais maintenant qui doivent faire ce travail. Parce que selon la loi, c'est uniquement les Congolais qui peuvent faire ça. Alors quand ils viennent,
Ils présentent leur profil et puis ils donnent ce qu'on appelle le tender. Ok. C'est un document qui décrit comment ils vont le faire et quels sont les équipements qu'ils possèdent D'accord. et quelles sont les compétences qu'ils ont pour faire ce travail. Et maintenant, ça va dans l'anonymat où cette compagnie va interviewer tous ceux qui ont postulé. D'accord. Et on va sélectionner un. Maintenant, il y a un problème qui s'est passé. Dans le temps, les miniers surtout, les investisseurs, comme ils devraient, n'est-ce pas, faire des bénéfices à outrance dans ce pays, Ok. ils choisissaient, malgré votre compétence et vos équipements, mais la loi, c'était que on prend le moins offrant. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prenait le moins offrant? Si, par exemple, vous savez que moi, j'ai postulé et j'ai demandé 10 $ pour ce travail, pour construire un hangar, je prends un exemple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez, vous dites, moi, je vais proposer 9. Pourquoi? Parce que vous savez qu'au finish, ils vont prendre le moins offrant. D'accord. Alors, moi, j'ai tous mes équipements et toutes mes compétences des ingénieurs que j'ai calculés avec mes calculs, avec les paiements que je fais parce que je voudrais répondre à l'heure sociale, parce que c'est nous qui apportons le social. Je vais Exactement. rentrer sur ça. Exactement. Qu'est-ce qui se passerait? C'est que je vais mettre ça à 10 $ se basant sur, n'est-ce pas, toutes mes dépenses et équipements que j'ai amenés et compétences. L'autre qui a moins de compétences, effectivement, on ne peut pas mettre à 8, à 7 à cause de la loi qui va maintenant l'encourager lui. Et un autre qui n'a ni équipement ni compétences va dire non, moi je vais faire ce travail-là à 4 $. Waouh. Et directement, qu'est-ce que l'investisseur va faire? Il va dire non, mais nous Il disons préfère celui au de moins 4 $. offrant. Au moins, Il ouais. prend le moins offrant. Exact. Et vite, le moins offrant se rend compte que Il n'a pas il d'équipement. n'a n'a pas rien. d'équipement ni de compétences requises et tout, de compétences requises et tout ça. Exact. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, n'est-ce pas, faire un travail qui n'est pas bon. Hein? Piètre travail. Et qu'est-ce que l'investisseur fera? Il trouve que non, j'ai donné du travail aux Congolais, voilà le résultat. Il me donne un travail médiocre. Alors, comme je n'ai pas trouvé de compétences, je vais chercher une compétence en Afrique du Sud, en Australie, à Londres, qui viennent me faire mon hangar rapidement. Et quand ils vont maintenant récupérer, d'abord, la personne qui a mis 4 $ vient d'entacher toute la communauté congolaise. Exactement. Parce que on dit souvent, lorsque une tache est sur une chemise, même une petite tache, toute la chemise est complètement... On voit la tache. Dans ce sens, vous n'avez plus de crédibilité ici. Et ceux-là qui étaient bons et ceux-là qui étaient moins bons, piètres. piètres, tout le monde se retrouve dans un sac parce que nous sommes tous Congolais. La réputation va très vite parce que les étrangers, ils ont leur salon où ils se retrouvent pour se donner des idées. Exactement. Comment toi tu as fait? Oh non, moi j'ai pris telle entreprise congolaise. Ah, les Congolais vraiment... Mais pourquoi ça manque chez les Congolais? Qu'est-ce qui bloque jusqu'à ces jours? Vous voulez que je vous dise des vérités en face? Allez-y, nous vous écoutons. Alors, je vais dire, le peuple congolais, si on ne vous a jamais dit, il y a un problème de compétence au Congo. Ok. Le Congo, d'il y a 30 ans, n'a pas produit des éléments dans des filières, même dans des filières générales, qui peuvent répondre à la qualité que ces investisseurs voudraient. Okay. Parce qu'eux amènent non seulement la technologie de pointe, mais aussi une certaine industrialisation selon les normes internationales. Alors, dans notre pays, les étudiants ou encore les universités, comme c'était du désordre, d'accord. Et on doit se dire des vérités. Parce que si Exactement. on ne les dit pas, on flatte, ça sera toujours comme ça. Ça ne sert à rien. Les universités n'ont pas produit des éléments qui sont capables d'affronter le monde du 21e siècle qui va très vite, avec la technologie qui va très vite, au même degré que les pays de l'Occident. C'est pour ça que vous voyez que la plupart des managers dans les mines, dans des postes clés, sont tenus par des étrangers. Okay. Et parfois, on prend même des étrangers africains. Juste parce que eux, au moins, ils ont cette capacité-là. Donc, il y a un problème d'abord chez nous que nous devons arranger. Donc, c'est
nos universités n'ont pas produit assez de compétences. 2, nous devons faire recours à ceux-là qui sont sortis de ce pays pour aller étudier, qui doivent rentrer pour renforcer la capacité. Exactement. Parce que ceux-là qui ont été ici n'ont pas eu la chance. Donc, il y a eu quand même une partie qui est sortie et qui doit rentrer vite pour essayer de pallier à tout ça. C'est cela des difficultés que vous rencontrez au quotidien dans votre domaine? Ouais, dans notre domaine, les difficultés, c'est de trouver des gens d'abord honnêtes. L'honnêteté est aussi une denrée très rare. De Congolais ou de toutes les nationalités? Non, de Congolais d'abord. C'est très rare. Hein, il faut les chercher avec les guides. Et quand vous les trouvez, vous les maintenez. La compétence. Surtout. Et l'art de l'excellence. Oui. Hein, tu vois, les gens qui viennent, le produit final est vendu à l'extérieur. Donc, ça doit être au standard international. Donc, dans notre pays, nous devons favoriser tout ça. Mais rentrons à ce que je disais, en ce qui concerne pourquoi est-ce que nous sommes entachés et nous n'avons pas de bonnes réputations. C'est parce que, cette loi qui dit qu'on prend le moins offrant est une loi destructive. D'accord. Aucun pays tolère ce genre de pratiques. Les pays qui évoluent éliminent ce genre de pratiques. Dans la régulation de l'ARSP, il devait normalement être là au centre pour se rassurer qu'on ne prend pas le moins offrant, mais qu'on prend les plus compétents et le plus équipés. Parce que ça donne aussi la réputation et ça pousse à ceux qui sont encore au bas de l'échec de s'équiper et de s'auto-former, n'est-ce pas, dans la compétence vers le haut. Possible que l'autorité de régulation puisse revoir cet article ou peut-être cette loi? Cette loi n'est pas écrite. Quand les investisseurs choisissent le moins offrant, elle n'est pas écrite. C'est la régulation. C'est l'ARSP qui devait s'impliquer parce que l'ARSP est au courant de ça, qu'on prend souvent le moins offrant. Or, prendre le moins offrant, c'est favoriser la compétition vers le bas. C'est-à-dire les gens commencent à compétir. La médiocrité. C'est ça vraiment le terme approprié. De la médiocrité. C'est promouvoir les médiocres. Parce que ce n'est qu'un médiocre qui va quitter de 10 à 4 dollars ou voire 2. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'il se dit au finish? Je vais seulement avoir ce contrat et on va se débrouiller à la manière de Congolais. Tu comprends un peu? C'est la manière de Congolais de penser. Mais pour développer un pays, ce n'est pas le débrouillardisme. Il y a des étapes. Tout est coordonné. Et c'est une logique qu'on ne peut pas enfreindre. C'est une logique qu'on ne triche pas avec. Ça, c'est le développement d'un pays. Donc, l'ARSP devrait normalement réguler ces choses. Devrait être au centre pour savoir. Parce que l'ARSP perçoit 5% de tout ce que nous gagnons. Donc, il devrait savoir aussi le 5% de quel projet. Comment un projet aussi colossal a été taxé à ce chiffre ici. N'est-ce pas? Et dès que l'ARSP maintenant commence à pousser les gens vers le haut, c'est-à-dire à empêcher qu'on prenne le moins offrant par la régulation, c'est-à-dire suivre exactement comment le procédure de sélection s'est passé. Parce que l'ARSP doit seulement demander, ok, donnez-moi 10 compagnies qui ont compéti pour cette compagnie, pour ce travail. Et quelle était leur offre? On regarde, mais on dit, mais pourquoi vous avez choisi le moins offrant? Nous voyons ici que celui-ci avait dit 9, celui-ci avait dit 10, mais vous avez pris celui qui a pris 3. Ça, c'est pousser les gens à être des médiocres et empêcher ça. Dès qu'on empêche pour une fois, 2 fois, vous verrez que maintenant, on va commencer à chercher l'excellence. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Congolais, maintenant, va chercher à augmenter sa capacité pour compétir et avoir des grands projets. D'où l'excellence en même temps. D'où l'excellence. Et notre pays va maintenant se diriger vers l'excellence. Et la crédibilité sera retrouvée en même temps. Et la crédibilité pour toute la communauté, ils vont se dire, mais les Congolais, tu vois, ils vont nous dire, non, tu sais, parfois, ils nous disent à nous, les investisseurs, je vais te donner ce travail, mais est-ce que tu peux me rassurer que tu vas chercher des ingénieurs zambiens ou sud-africains? Ça s'est dit ainsi? Ben oui, parce qu'il se dit, bon, si tu prends tes frères, ils vont me faire un mauvais travail. Mais maintenant, imaginez qu'on nous pousse à l'excellence. N'est-ce pas?
tout le monde va aller vers l'excellence. Et c'est ça le développement. Ok. Alors, quelle critique adresseriez-vous à votre organe de régulation, en l'occurrence l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP? Vous venez donc de le dire autant de fois. Vous adresseriez quoi comme critique à cet organe de régulation? Parce qu'apparemment, le mal est profond. Oui, le mal est profond. Moi, ce que je demanderais, c'est de comprendre d'abord la vision de chef de l'État. Lorsqu'on a qui est de créer des millionnaires congolais. Oui. Lorsqu'on a mal compris l'exposé, on développe aussi mal. Créer des millionnaires congolais signifie quoi? Je vais expliquer. Améliorer le social de Congolais ou encore d'un peuple n'est jamais venu d'un gouvernement. D'accord. Ça choque peut-être les gens, mais c'est vrai. Je vais vous expliquer. Un gouvernement ou un président ne peut jamais améliorer le quotidien du peuple. Ce qui améliore le quotidien du peuple, c'est les entreprises dans lesquelles les pères des familles et les mères des familles travaillent. D'accord. Alors, comment maintenant ces entreprises payeront mieux ces gens pour qu'au finish, ils aient un bon social? C'est lorsque l'entreprise fait des bénéfices. Okay. Comment ils feront des bénéfices dans un pays où la sous-traitance, c'est ça même l'ossature de ces gens-là, n'est-ce pas, du social? Parce que c'est la sous-traitance qui est l'ossature du social. Comment? Les sociétés de sous-traitance sont tellement nombreuses et engagent beaucoup de gens pour faire des projets. Et c'est lorsque ces gens sont payés chaque mois qu'ils vont au retour aussi améliorer le social de leur famille et aussi engager des domestiques à la maison, Exactement. faire d'autres activités. Et c'est comme ça. En anglais, on appelle ça trickle-down effect. Ça commence du haut vers le bas. D'accord. Alors, lorsque l'État et l'organe de régulation doit s'impliquer. Pas seulement... À respecter tout ça? À respecter, donc doit s'impliquer, non pas dans la sélection. La sélection est déjà naturelle. Exactement. Parce que la loi le dit. La sous-traitance revient aux Congolais. Il n'y a plus de valeur à commencer à vouloir chaque fois s'intéresser à ça. Nous-mêmes, les entrepreneurs, nous allons informer à l'autorité acquis de droit qu'il y a des compagnies ici dont elle n'a pas à se déployer sur ce plan. Exact. Mais elle doit diriger son action vers la régulation des transactions de la sous-traitance. La transaction de projet, un projet qui vient de l'investissement, doit tomber dans les mains du Congolais pour que les Congolais l'exécutent. C'est là où la régulation doit se faire. Ça doit se faire comment? Se rassurer réellement que les compagnies de sous-traitance sont à majoritaire, c'est-à-dire les capitaux qui sont dans ces compagnies sont congolais d'abord, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Une compagnie sud-africaine peut ramasser un Congolais, le mettre sous le statut, et ce Congolais n'a ni apporté ni son capital, et il ne siège même pas dans le conseil d'administration. On lui donne juste un barème pour dire non, nous te mettons sur le papier pour que nous puissions soumettre ça à l'ARSP. Qu'est-ce que l'ARSP fait? Regarde, il trouve que non. Il y a un Congolais ici. Et ça, ils ne vérifient pas. Leur rôle, c'est réguler. Donc, ils doivent vérifier si le nombre de Congolais dans cette entreprise, selon la loi, est requise. Si aussi réellement la dame ou le monsieur qu'on a mis sur le statut est réellement membre ou encore fondateur de cette compagnie. D'accord. Les étrangers ont compris le jeu. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est prendre un Congolais, lui donner un salaire même de $1000 et faire des capitaux de... plus que c'est qu'on lui a donné. Même un milliard. Le mal est donc profond. On me signale déjà que nous courons derrière le temps. Avant de prendre vos propositions sur tout ce que vous venez de dire, j'aimerais vous poser seulement une question. Vous allez me répondre en 30 secondes. Est-ce que la sous-traitance en République démocratique du Congo est une utopie ou une réalité? Si c'est une réalité, elle est donc avantageuse pour la République démocratique du Congo? La bonne question serait, est-ce que dans les conditions actuelles, le Congo va créer des millionnaires
dans la sous-traitance, oui ou non? Allez-y donc. Et dans la réponse, c'est non. C'est impossible dans ces conditions ici que nous puissions créer des millionnaires. Et ne confondez pas. Et donc, c'est une utopie. C'est une utopie. On a montré des gens, on a appelé le président, on lui a montré que non, ces gens sont des millionnaires. Ok, ce ne sont pas des millionnaires. Je défie tout ce monde-là, qu'ils viennent me montrer dans leur compte bancaire privé s'ils ont 1 million. Le problème, c'est quoi? Quand on donne un projet de 1 million de dollars à un Congolais, il pense qu'il devient millionnaire. Non, c'est un projet de 1 million de dollars. Dans cet argent, il y a d'abord l'argent des équipements, l'argent des compétences, les salaires des gens, toutes ces dépenses. Ce que vous restez avec, c'est peu. Et ce ne peut pas être 1 million de dollars. Si vous avez un projet, par exemple, de 10 millions de dollars, mais toutes les dépenses possibles, c'est 9 200 000 dollars. Et vous restez avec 800 000. Vous n'êtes pas millionnaire. Donc, c'est là où la régulation devrait se faire. Pour comprendre réellement, parce que les tarifications doivent être régulées. La transaction doit être régulée. C'est pour ça que l'ARSP ferait plus d'argent d'ailleurs, parce qu'ils prennent 5%. S'ils sont en train de promouvoir des gros chiffres, les investisseurs ne doivent pas nous manipuler, mais les investisseurs doivent réellement déposer leurs chiffres dans la sous-traitance, et la sous-traitance exécute le travail et paye maintenant et crée le social du peuple. C'est les sous-traitants, c'est les compagnies de sous-traitance qui engagent plus de gens. Je vais vous donner un exemple très simple. En 30 secondes, puisque nous devons déjà rendre l'antenne. Oui. Je vais prendre un domaine, le transport. Dans les mines, le transport prend 40% des dépenses totales. Et quand je dis transport, je parle de à partir de là au fond où on prend, on est en train de tacler le gisement pour le mettre à l'usine et puis à processing et puis jusqu'à ce que ça va arriver. Toute la dépense, carburant et tout ça, c'est dans le contexte de transport. C'est 40%. C'est le gros de toutes les dépenses. Maintenant, pendant que la Gécamine était la seule compagnie qui était maître au Katanga, n'est-ce pas? Elle a engagé 30 000 employés. C'est la belle époque pour tout le monde. Mais chaque mois, au Katanga, il y a au moins 50 000 camions qui viennent pour prendre le minerai et sortir avec. Et partent. Ces 50 000 camions, il n'y a que à peu près moins de 500, peut-être 200 camions congolais. Tous les autres, c'est étrangers. Pourquoi? Parce que les étrangers ont vu qu'il y a vraiment de l'opportunité dans ça. N'est-ce pas? Mais pourquoi ces camions sont immatriculés étrangers? C'est parce qu'il y a des avantages qui ne sont pas dits, n'est-ce pas? Et l'ARSP n'est même pas dans le transport. Dans le secteur, ça ne les intéresse même pas. Et pourtant, c'est le gros des mines. Le gros. Imaginez 50 000 camions. Ça signifie, si tous les camions étaient congolais, ça signifie 50 000 conducteurs des camions. Sont des Congolais. Plus que, non, devraient être des Congolais. Plus que la quantité des employés de la Gécamine dans le temps. Et prenons 50 000 conducteurs seulement, avec un mécanicien par camion, ça ferait 100 000 employés, n'est-ce pas, qui toucheraient au minimum 400 à 500 dollars par mois. Ça profite aux Congolais. Ça devrait profiter aux Congolais. Et aussi, ça profiterait aussi à la DGI. Imaginez ces 50 000 camions étaient immatriculés congolais. Combien d'argent ça entrerait à la DGI? Combien d'argent l'État percevrait? Tout ça, il n'y a que des camions sud-africains, tanzaniens, zimbabwéens. Sur le sol congolais. Sur le sol congolais. Et ils ont même bloqué certains secteurs. Par exemple, le secteur du carburant est totalement somalien. Vous comprenez? Sérieusement? Mais je vous dis. Donc, c'est aberrant. Vous allez au Katanga, vous pouvez vous mettre sur une route, commencer à compter les camions. Si vous allez faire des heures pour voir un seul camion congolais, le reste c'est des étrangers. Et il y a une souffrance autour des mines, ce qui est un paradoxe. Une mine qui amène 3 milliards de dollars, n'est-ce pas? Exact. Mais la souffrance autour de la mine, la pauvreté, c'est incalculable. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Comment l'argent entre dans cette histoire? Mais les gens souffrent. Pourquoi?
aussi une autre chose. Les Congolais qui sont choisis pour se rassurer que l'argent, un pourcentage, c'est juste 3%, retombe dans la communauté, n'est-ce pas? Ces Congolais-là, on peut leur donner 20 000 $, 30 000 $ et il fait un faux rapport. Aucun hôpital, aucune école, aucune chose. Donc le mal est vraiment profond. Oui, il faut beaucoup on de réformes alors dans ces secteurs. Si personne ne le dit à haute voix, nous allons voir, après ces 5 ans, ça sera toujours les mêmes. Et l'autre président qui viendra va tomber on dans va le encore système. le promettre des choses, nous allons faire ceci, on l'amène ici, on l'amène, on le tourne en bourrique, mais ça sera comme ça. Nous devons changer. On doit se dire certaines vérités en face. Le mal est très profond. Vous avez eu à faire des critiques, ça c'est une évidence puisque vous êtes du secteur, vous maîtrisez bien ce qui se passe dans votre secteur. Mais je voudrais qu'en 1 minute, vous puissiez aussi donner des propositions pour une bonne régulation de votre secteur où vous chérissez tant. Ça c'est sans quand vous parlez des mines. En tout cas, la solution, c'est de créer des plateformes d'experts pour informer à l'autorité de régulation à temps réel les choses qui se passent pour qu'elle puisse savoir comment réguler. La sélection, se rassurer qu'il y a des Congolais qui prennent le travail, ça ce n'est pas un problème parce que vous allez avoir des Congolais avec des petits marchés, fournir la nourriture, mais le gros de la sous-traitance, il faut qu'on les informe. Donc, ils doivent créer des plateformes. Et nous, les experts, nous allons les informer. Nous allons leur dire là où il faudrait, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon les réalités pratiques. D'accord. Les slogans, toutes ces histoires, on s'en passe. Faisons du travail. Et on doit promouvoir l'excellence. Les études aussi, nos universités doivent faire un effort pour s'adapter afin de donner des bons éléments pour notre pays. Parce qu'il y a un problème sérieux de la compétence. C'est-à-dire des gens qui ont fini l'université, mais ils ne sont pas prêts à prendre des responsabilités pour des grands projets. Merci Pichou Malaba, que je rappelle ici, entrepreneur dans le secteur privé des mines. Vous êtes aussi président, directeur général de plusieurs entreprises basées dans le Grand Katanga en République démocratique du Congo. Merci aussi à vous, fidèles auditeurs et auditrices, téléspectatrices, téléspectateurs et aussi internautes, d'avoir suivi entretien de ces jours où nous avons parlé essentiellement sur le secteur des mines et sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Vous avez suivi, tirez-en des leçons et s'il le faut, nous reviendrons encore autour de ces sujets pour apporter encore de l'éclairage sur ce que vous n'avez pas compris ou pour ce qui reste à dire. Entretien revient bientôt. Portez-vous bien dans vos demeures et que Dieu vous bénisse.